prie. Oui, donc, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir invité. La question que je vais analyser aujourd'hui de manière très brève, c'est en fait AfD et FPE, une identité nationale populiste commune. A priori, la réponse semble aisée. L'Allemagne et l'Autriche ont une langue et une histoire commune, le nazisme étant le dernier épisode. Je vous rappelle aussi qu'Adolf Hitler était autrichien, ce que les Autrichiens ont bien oublié. Les systèmes politiques, de manière contemporaine, ont été soumis au même type de tensions et évolutions structurelles, d'ailleurs valable pour l'ensemble de l'Union européenne. La fondation de l'AfD en 2013 et la marche au pouvoir du FPE sont des aspects de ces évolutions systémiques. Pour le FPE, il ne s'agit pas pour nous d'une véritable surprise. Le candidat du FPE aux élections présidentielles de 2017 faisait 46,21% des voix, ce qui n'est pas rien. Par contre, le percée de l'AfD, de l'Alternative pour l'Allemagne, a été un tsunami politique dont les conséquences, et on le voit aujourd'hui avec la crise du système politique allemand, dont les conséquences futures restent imprévisibles. En clair, ma conférence est maintenant terminée. Deux remarques quand même complémentaires. L'AfD et le FPE coopèrent au niveau du Parlement européen dans une fraction commune, donc il y a effectivement des transferts d'informations et de stratégies. Et le modèle FPE, qui est le modèle programmatique et stratégique, a toujours été celui de l'AfD. Néanmoins, pour les chercheurs travaillant sur ce champ, la réalité est infiniment plus contrastée et passe par une analyse à plusieurs niveaux. Alors aujourd'hui, elle sera réduite à 3 dimensions. L'histoire de ces partis dans leur système politique, et c'est une dimension très importante pour la théorie des Native Parties. Deuxièmement, les choix programmatiques et idéologiques. Et troisièmement, tout à fait à la fin, les électorats. Alors le FPE, c'est en fait un vieux parti modernisé. Le FPE a joué en République autrichienne un rôle important depuis très longtemps. Je vous donne 2 chiffres très lointains. En 1949, la VDU, qui est en fait l'ancêtre du FPE, fait 11,7% des voix. En 1999, le FPE fait 26% des voix en Autriche. Et en 2017, le parti de Strache, qui vient maintenant d'arriver au pouvoir, ne fait que 25,97% des voix. Donc en clair, vous n'avez pas forcément une progression continue du FPE dans le système politique. Néanmoins, la place exceptionnelle de ce parti dans le système politique autrichien nous amène à nous interroger sur les raisons profondes, en fait, de cet enracinement. L'Autriche, qui se réorganise politiquement en 1949, est caractérisée par une hypertrophie politique de 2 partis, le Parti conservateur et le Parti social-démocrate. L'Autriche devient ce qu'on appelle l'incarnation de la démocratie de concordance, qu'on résume sous le terme de Proporz. Les chercheurs parlent d'austro-corporatisme. Le FPE est à ce moment-là un parti en marge du système politique, qu'on appelle un outsider party, et pouvait faire justement de ce système de concentration à 2 partis son ennemi principal. Les succès de Jörg Haider à partir de 1986, c'est l'homme qui va amener le parti à 26% en Autriche, sont en fait à comprendre comme un phénomène de déconcentration du système politique ayant atteint en 1975 son maximal. Alors le FPE, bien sûr, est pour la problématique qui est la nôtre aujourd'hui, représenté comme une variante du national-populisme, comme peuvent l'être les partis de la liberté, les Freiheitspartei, la Ligue du Nord, les vrais Finnois, et j'en passe, il y en a beaucoup. Néanmoins, lorsqu'on se penche sur l'histoire de l'Autriche, on s'aperçoit que le parti, tant sur le plan des élites politiques que dans son évolution historique, est un parti enraciné au plus profond de la réalité autrichienne depuis le XIXe siècle. En ce sens, le FPE est aussi ce que nous appelons aussi un insider party. Il a une double composante à 2 niveaux. Il est héritier de ce qu'on appelle le courant national allemand, c'est-à-dire un courant rêvant d'englober toutes les composantes de langue allemande dans un État unique.
et à travers lui, bien sûr, du national-socialisme, qu'il soit dans sa variante autrichienne, il y a une variante autrichienne, ou hitlérienne. Donc vous avez un parti qui est profondément inscrit dans cette histoire, parfois très sulfureuse, mais malgré cette dimension difficile, le FPE a toujours, et je dis bien toujours, été reconnu dans le système politique comme un acteur normal. Et ceci depuis les années 50. Il arrivera d'ailleurs au pouvoir en l'an 2000, où il restera 6 ans au pouvoir. C'est-à-dire que la participation actuelle du FPE en Autriche, qui a fait sensation, me rappelle en définitive, pour nous qui avons une mémoire historique plus large, quelque chose de tout à fait relativement habituel. Néanmoins, et cette fois-ci c'est une remarque à titre personnel, je pense que si on se penche sur la situation européenne et les partis nationaux populistes que nous étudions aujourd'hui, il n'existe nulle part un parti aussi clairement enraciné dans le passé national-socialiste qui a trouvé une aussi grosse influence. L'Autriche est un cas quand même tout à fait spécifique parce que la distanciation du FPE d'Aeder, et Strauss suit maintenant une autre politique, par rapport au national-socialisme, a été inexistant. Le FPE, comme je viens de le dire, est aussi naturellement, depuis sa montée en puissance politique en 1999, un parti populiste de droite, national-populiste, tout à fait caractéristique de l'évolution post-moderne de la société autrichienne. Alors, nous avons affaire à une clientèle FPE, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais fondamentalement, nous trouvons depuis 1996 des hommes jeunes, des électeurs à faible niveau éducatif, sans liens syndicaux. Nous trouvons énormément d'ouvriers, le FPE, le premier parti ouvrier d'Autriche, et nous trouvons aussi, ce qui est intéressant, des votants à faible lien religieux, ce qui pose maintenant problème sur une évolution complexe, je songe aux recherches de Pew Research de manière contemporaine. Alors, cette clientèle, fondamentalement, se caractérise par un refus de la mobilité sociale. Alors, que comprend-on là-dessus ? Ils sont partisans de ce que nous appelons en Autriche une société hérisson, une société fermée, repliée sur elle-même. Les électeurs du FPE depuis 1996 ont le sentiment que la sécurité qui avait été offerte par le système de la Proporz, à l'époque où il n'y avait que 2 gros partis qui se partageaient le gâteau du pouvoir autrichien, que pratiquement les crises des années 2008, 2009, 2012 ont en fait réduit la capacité de cette Proporz à redistribuer les choses, à redistribuer les bienfaits de la prospérité autrichienne, car l'Autriche va bien sur le plan économique. C'est très important. Donc ça amène les électeurs FPE à se vivre fondamentalement comme anti-élitistes, ou sont adhérents d'une nouvelle élite de remplacement, Freiheitlich, c'est-à-dire libéral, sur la ligne du conflit. C'est une nouvelle élite qui doit se mettre en place, qui serait en fait une élite de redistribution. Et c'est un élément fondamental de la mobilisation des électeurs autrichiens. Alors, dans une première phase, évidemment, vous avez cette agglomération tout à fait traditionnelle de ce qu'on appelle les perdants de la modernisation, un phénomène que nous avons bien connu à travers de très nombreux autres partis. Mais Aeder, à partir de l'an 2000, et surtout Strahre, lors des dernières élections, a réussi à agglomérer autour de ce vaste noyau néoprolétarien des gagnants de la modernisation qui sont motivés par d'autres dimensions, en particulier des dimensions identitaires. Alors on trouve à ce moment-là la xénophobie, le rejet des étrangers, des référentiels racistes, nationalistes et surtout anti-islam. Un autre marqueur fort, à mon avis, de la nature populiste du FPE, c'est sa capacité à s'adapter au mouvement de l'opinion. Le meilleur exemple, c'est que le FPE a été le premier parti pro-européen en Autriche, alors que les conservateurs et les sociodémocrates étaient très prudents. Dans les années 80, le FPE est pro-européen. Actuellement, le FPE est passé sur une ligne critique de l'Europe, alors qu'il avait été violemment anti-européen jusqu'à l'alliance avec Kurz, mais dans le cadre du gouvernement actuel, il a changé sa politique et va dans le sens d'une réforme de la communauté européenne.
Typique du populisme sont d'autres éléments, à mon avis. C'est la mobilisation, le sentiment de rejet vis-à-vis de groupes sociaux. Alors on trouve évidemment les migrants et les réfugiés. Un groupe autonome, ce sont les Roms et les Tziganes. C'est une dimension aussi très forte en Europe et très, très présente à l'est de l'Europe. Et on trouve bien sûr les intellectuels décadents. Le programme du parti est naturellement fortement sécuritaire, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Lutte contre la petite criminalité, le trafic de drogue, les cambriolages, c'est une thématique forte. Mais sur le plan économique, on trouve en fait un mélange, je dirais même une incohérence théorique, entre l'adhésion au libéralisme économique, avec la préférence nationale, mais une volonté interventionniste, encore une fois, avec la préférence nationale, non-intégration des étrangers dans les systèmes de santé et de retraite, le contrôle des banques qu'on trouve, la sortie de l'Europe, c'est abandonné aujourd'hui, mais aussi une politique de redistribution au profit de différentes catégories sociales, et en particulier le monde néoprolétarien, des bienfaits économiques de l'Autriche. Alors, tout à fait à titre de remarque, je ne vais pas l'analyser aujourd'hui, mais fondamentalement, un des grands classiques, évidemment, c'est l'affirmation permanente du je, enfin du nous, contre ceux d'en haut. C'est un classique que nous retrouvons dans tous les partis. Alors, il faut se pencher sur comment est-ce que le FPE a pu aujourd'hui arriver au pouvoir au terme d'une dédiabolisation qui est achevée. Lorsqu'on interroge les Autrichiens aujourd'hui, à 70%, ils disent que le FPE est un parti normal. Alors, vous avez plusieurs étapes qui se sont faites d'ailleurs très en douceur. La première, c'était l'abandon du discours national allemand. Strahre ne rêve plus de s'emparer de l'Alsace pour créer un grand État germanique. Il a cessé de délirer sur ce point. Et vous avez en fait l'apparition et le remplacement de ce qu'on appelle l'universaliste patriotique, ils ont été les premiers à forger ce terme, et c'est un terme qui a ensuite migré vers le Front National et de très nombreux autres partis. Le patriotisme est devenu la valeur de référence, c'est-à-dire la nation est devenue la valeur ultime qu'il convient de défendre contre tous les agresseurs, en particulier bien sûr l'islam. Ça a eu l'avantage de permettre au FPE de pouvoir répondre à la grande question européenne, c'est-à-dire que le FPE peut aujourd'hui à la fois défendre une Europe des nations, réclamer une réforme de l'Europe de Bruxelles, mais aussi condamner toute perspective de créer un État supranational. Ça permet d'avoir une dialectique, par exemple, anti-Macron, très forte, d'ailleurs partagée par Kurz. Au titre des modernisations, et là je renvoie à mon collègue derrière, il y a une extraordinaire présence, je dirais pro-poutinienne. Poutine ne s'en cache pas vraiment. Le FPE a été financé, continue à être financé par la Russie, partiellement. Ce qui vaut d'ailleurs aussi pour le cas de l'AfD. Quel est l'élément qui rapproche en fait le FPE du mouvement Poutine ? Eh bien, c'est la dimension euro-asiatique, c'est-à-dire le monde euro-asiatique serait une sorte de contre-modèle d'une grande Europe des nations, antithétique d'une Amérique considérée en décadence, malgré Trump, et fondamentalement impérialiste et voulant contraindre l'Europe à marcher derrière les États-Unis. Nous trouvons bien entendu comme élément central de la place du FPE dans le système politique autrichien la question du racisme anti-islamique. Alors le patriotisme national, évidemment, s'est articulé d'abord et de manière encore plus forte après 2015, c'est-à-dire l'arrivée de la vague des réfugiés en Europe, autour de la question de la défense de l'Autriche, mais il s'est enrichi d'un discours anti-islam fondé sur une vision juridique de la nature de l'islam. C'est-à-dire que l'islam est considéré comme un instrument politique, et Strahre, il n'est pas le seul, réaffirme que les valeurs des constitutions européennes sont antithétiques du principe de l'œcumène islamique. Donc c'est un débat très très fort qui a permis à de très nombreux juristes en fait de se positionner contre l'islam. Vous avez donc l'acquisition d'une petite partie de l'élite politique et intellectuelle, y compris des professeurs d'université,
sur cette thématique, qui disent qu'effectivement l'islam politique est une arme de guerre contre les valeurs centrales de la démocratie. L'efficacité de ce positionnement a été telle que Kurz a gagné les élections autour de la question de l'immigration. C'est-à-dire que sans la problématique migratoire, Kurz ne serait peut-être pas parvenu au pouvoir et en tous les cas n'aurait pas fait le choix de s'allier avec Strache et le FPÖ. L'alternative pour l'Allemagne, ça a été un séisme politique à de très nombreux niveaux. Alors évidemment, l'AfD n'a obtenu que 12,6% des voix, mais dans un paysage politique dans lequel l'extrême droite n'avait pas été représentée au Bundestag depuis 1950, ça a été quand même un choc certain, d'autant plus que les Allemands, dans leur majorité, pensaient que ce type de phénomène ne pouvait pas exister. Enfin, tout au moins, une partie de l'élite politique pensait que ça ne pouvait pas exister à cause du phénomène à Auschwitz. Alors, là aussi, il faut se penser sur quel est le langage de l'AfD et quels sont les principes idéologiques qui le motivent. Alors, encore une fois, l'AfD, fondamentalement, a copié ce qu'a fait le FPÖ depuis très longtemps. L'idée, c'est ce qu'on appelle le gramscisme de droite, qui consiste à conquérir des positions intellectuelles à travers l'occupation du langage. C'est-à-dire que l'on transforme des termes qui sont a priori démocratiques par nature et on les charge d'un contenu différent qui permet de rendre le programme du parti compatible pour les segments sociaux qui sont situés, je dirais, très loin du parti, c'est-à-dire les femmes essentiellement, les femmes de plus de 60 ans, les diplômés, etc. Donc il faut trouver un langage de communication permettant de gagner en fait ces électeurs qui permettraient d'arriver peut-être un jour à une majorité politique. Donc ce travail très lent a été fait, un travail de reconstitution du langage, mais aussi il y a une technique de communication. Alors du côté des techniques de communication, on trouve les fake news et on trouve effectivement le negative campaigning, ce sont des classiques, pas besoin de s'y attarder dessus, mais il faut regarder un petit peu quels sont maintenant les ingrédients nouveaux sur lesquels s'articule le discours de l'AfD. On trouve la défense de la Aufklärung, pour des gens qui, comme nous, ont fait de la philosophie politique, on tombe quand même de sa chaise. Le premier défenseur du droit des femmes maintenant, c'est l'AfD, au nom effectivement de la menace islamiste sur la liberté des femmes. C'est un discours extrêmement pervers dans sa nature. Vous trouvez une mise en concordance entre la politique sociale et économique au service du peuple, c'est-à-dire qu'on veut rendre au peuple les acquis d'un libéralisme incontrôlé. Vous trouvez évidemment la préférence nationale, ça c'est universel. Vous trouvez aussi un terme qui est très difficile à traduire en français qui s'appelle l'Heimat, c'est le retour, c'est l'enracinement dans le quotidien, dans ce qui est proche de vous. Et c'est un mouvement là aussi très très fort, qui existe dans bien d'autres pays, et ça fonctionne très très bien, parce que la Heimat, ça permet de se débarrasser du parti politique, et en définitive de concevoir une politique de base, une politique qui vient de la base pour conquérir le haut. Et vous trouvez tout à fait à la fin, et c'est un héritage des identitaires, vous trouvez l'antiracisme ethnopluraliste, qui consiste à dire il ne faut surtout pas que les communautés se mêlent. Après tout, les Africains doivent rester Africains, les Français doivent rester Français et les Autrichiens doivent rester Autrichiens. Nous avons des valeurs qui ne sont pas communes. C'est-à-dire que, en fait, c'est un racisme extrêmement subtil, c'est pas nouveau, ça remonte à De Benoît dans les années 80, mais ça fonctionne très bien dans l'imaginaire collectif. Alors, je voudrais aussi dissiper, je dirais, une erreur fondamentale. On confond actuellement, un grand nombre de journalistes confondent la vague populiste avec une incohérence théorique. Or, ce qui nous frappe dans notre groupe de recherche, nous avons une cinquantaine d'universitaires de tous les horizons politiques, c'est que fondamentalement, ces partis se sont dotés d'une idéologie construite, ou qui se continue à se construire, avec des modèles et des modules nouveaux permanents. On parlait hier de l'écologie politique. L'écologie politique est en train de passer aux mains de l'AfD, par exemple, contre le modèle des Verts, parce qu'ils expriment fondamentalement l'idée que l'écologie est de nature conservatrice. Donc, en définitive, nous avons affaire maintenant à des machines de guerre idéologiques construites.
Alors, je ne sais pas si on vous a distribué le texte en anglais, mais vous avez en page 9 et en page 10, vous avez le programme de l'AFD. Alors, je ne vais pas le décrire aujourd'hui, vous le lirez plus tard. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la manière dont tout ça est en définitive constitutionnellement, au terme allemand du terme, réalisable. Il n'y a pas de rupture avec les principes du droit fondamental. Nous n'avons plus affaire à un parti extrémiste, nous avons affaire à une machine de guerre, mais une machine de guerre qui veut transformer les règles du jeu. C'est quelque chose qui va très en profondeur. Alors, j'ai parlé très brièvement, faute de temps évidemment, de la problématique des ancrages sociologiques. Alors, a priori, tout le monde dit c'est la même chose, c'est vrai. Forte présence chez les moins de 30 ans, il y a effectivement une montée en puissance chez les jeunes. Une surreprésentation masculine, les femmes sont beaucoup plus intelligentes sur ce point. Une surreprésentation d'ouvriers, de chômeurs, de faible niveau d'éducation. On trouve une corrélation très forte, qui est de 0,97, entre le niveau de formation élevé et le fait de ne pas voter pour l'AFD ou pour le FPE. Bon, a priori, les choses semblent très claires. Mais lorsqu'on va au-delà de ces premiers indicateurs, on s'aperçoit que les électorats en Allemagne et en Autriche sont profondément différents. Et ceci pour plusieurs raisons. Le FPE a depuis les années 90 et depuis les années 80, en fait de 20 à 25% d'électeurs noyaux, c'est-à-dire d'électeurs stables sur le long terme. Alors que l'AFD est un parti qui est créé en 2013, qui est un parti libéral qui se crée en 2013, qui mute en 2014 en parti anti-européen et à partir de 2015 en parti anti-immigration. C'est un parti qui change extrêmement vite. Et lorsqu'on observe les transferts électoraux, qui sont quand même un des arguments pour mesurer la manière dont un parti peut se développer, on s'aperçoit qu'aux élections de 2017, nous avons des transferts électoraux en direction de l'AFD qui sont tout à fait étonnants. L'AFD gagne 1 million d'électeurs venus des partis conservateurs, CDU, CSU. D'un autre côté, il gagne 400 000 voix du Parti communiste, ce qui n'est quand même assez surprenant, parce que s'il y a bien un parti qui est a priori antifasciste, c'est bien Die Linke. Vous trouvez 500 000 personnes qui viennent du SPD, et vous trouvez aussi d'innombrables libéraux. En clair, tous les partis démocratiques, quel que soit leur positionnement, ont perdu des électeurs. Et pourquoi ont-ils perdu des électeurs ? Alors, la première hypothèse est évidemment l'hypothèse marxiste, qui consiste à dire déprivation sociale conduit à radicalisation politique. Moins qu'on puisse dire, c'est que l'AFD n'est pas du tout la chambre d'écho du quart monde, c'est une thèse qui est complètement massacrée actuellement par la recherche empirique. Alors, s'il y a une prolétarisation évidente de l'AFD, encore une fois, il y a 45% d'électeurs ouvriers dans l'AFD, il y a des électeurs de toutes les sensibilités politiques, de toutes les couches sociales, et y compris des gagnants de la modernisation. Et fondamentalement, je dirais, la sauce nationale-populiste fonctionne en Europe qu'au moment de la conjonction entre les perdants de la modernisation et les gagnants de la modernisation qui se retrouvent dans une poussée critique. Alors, on a un sondage YouGov qui vient, je dirais, illustrer cette réalité. Vous avez 25% des électeurs AFD qui gagnent moins de 1 500 € par mois, donc des pauvres, incontestablement. Vous en avez 38% qui gagnent de 1 500 à 3 000 €, c'est donc des classes plus ou moins moyennes. Et vous trouvez 25% de gens qui gagnent plus de 3 000 €, donc qui appartiennent de facto aux gagnants de cette Allemagne riche. Donc les difficultés économiques ne sont pas les seuls éléments, je dirais, décisionnels. Alors ce qui est très intéressant, on a maintenant des études très très poussées sur les choix électoraux de l'AFD. Fondamentalement, les électeurs AFD se sentent victimes des inégalités existantes, même s'ils ne sont pas touchés au titre personnel, nécessairement par ces inégalités. Ce qu'ils reprochent aux grandes coalitions antérieures, c'est de ne pas avoir tenté de corriger les disparités sociales et de ne rien faire contre les disparités grandissantes qu'on peut observer en Allemagne. Deuxièmement, vous avez aussi une critique de l'enrichissement de cette couche supérieure, c'est-à-dire ces 2% de la population allemande
qui sont maintenant propriétaires de 45 ou 50% des richesses allemandes. De manière très curieuse, 42% des électeurs AfD se sentent défavorisés en Allemagne, seulement pour 16% des sondés. Donc là, vous avez le sentiment que les gens se sentent mal dans leur peau. Mais d'où, si vous voulez, aussi une très forte critique de la démocratie allemande. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils considèrent que la démocratie n'est pas fondamentalement un mauvais système politique, mais qu'il doit être impérativement corrigé. Donc l'AfD a transformé son discours en expliquant qu'ils sont les véritables défenseurs de la démocratie parce qu'ils veulent refonder une démocratie de base, une démocratie du peuple. Et la meilleure preuve théorique de cette affirmation pour l'AfD est qu'1 million d'électeurs abstentionnistes ont rejoint l'AfD en 2017, un phénomène que nous n'avions jamais vu nulle part. C'est-à-dire que le retour en politique des abstentionnistes qu'on avait toujours considérés comme des gens à gauche, pas du tout, ce sont des gens qui se sont retournés vers l'AfD comme élément de transformation. L'élément le plus révélateur, et j'arrive maintenant à ma conclusion, pourquoi vote-t-on AfD ? Évidemment, on trouve la criminalité, la peur de l'islam, l'immigration sont des thèmes qui sont travaillés par l'AfD en permanence. Mais lorsqu'on pose la question du premier choix, des raisons premières qui vous amènent à voter pour l'AfD, on trouve en fait une autre grille de lecture, ce qui est très intéressant. Combattre le terrorisme, 69%. Alors évidemment, derrière le terrorisme, on trouve le terrorisme islamique, on retrouve la question de l'islam. Mais c'est comme ça. Combattre la criminalité, là aussi, vous avez une dimension xénophobe parce que la criminalité en Allemagne est partiellement due à la migration. Mais encore une fois, les statistiques sont loin de considérer que c'est une vérité universelle, que tous les migrants sont criminels. C'est pas du tout ça. Et puis, arrive quand même en troisième position, contrôler l'arrivée des réfugiés. Et là aussi, c'est très très ambigu, parce que lorsqu'on pose la question, est-ce que vous êtes contre l'arrivée de populations étrangères sur le sol ? La réponse est non. Ce qui gêne le plus les gens de l'AfD, c'est la perte de contrôle de l'État allemand. Et les Allemands sont des... Et moi-même, je suis d'origine allemande, donc les Allemands sont des gens par nature qui aiment bien l'ordre et les principes d'ordre, etc. Et le désordre est ce qu'il y a de pire, en définitive. Donc, quelle va être ma conclusion ? Et je pense que je suis dans les temps largement. En conclusion, les électeurs AfD, mais aussi ceux du FPE, restent, comme l'avait dit un de nos collègues, les croisés d'une société fermée. C'est tout à fait évident. Cependant, l'AfD comme le FPE, et je crois qu'il faut insister sur ce point, ne sont plus des partis de protestation. Nous avons affaire à des contre-modèles politiques, économiques, sociaux et culturels. Leur rapport à leur pays, les élites partisanes, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on peut en parler tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus, pour ces deux formations sont profondément différents. Mais fondamentalement, la problématique européenne et surtout la question migratoire, les questions sécuritaires et le rapport à l'islam, en fait, conditionnent des stratégies politiques et électorales communes. Mais l'hypothèse de départ, c'est-à-dire que nous avons affaire à deux partis qui sont résolument semblables dans leur nature, m'apparaît inexacte. Je vous remercie.